Louis Althusser Louis Alti 1, né le 16 octobre 1918 à Bir Mandray, aujourd'hui Bir Mourad Raïs, Algérie, mort le 22 octobre 1990 à La Verrière, Yvelines, est un philosophe français. Membre du Parti communiste, il est à l'origine d'un important renouvellement de la pensée marxiste dans une perspective généralement associée au structuralisme, théorie caractéristique du Zeitgeist des années 1960, avec notamment Roland Barthes et Claude Lévi-Strauss. Deuxièmement, en 1980, il se rend coupable du meurtre de sa compagne Hélène Rittmann. Biographie, origine et formation. Frère de Georgette Althusser III, Louis Althusser est issu d'une famille catholique alsacienne installée en Algérie. Il fait ses études secondaires à Alger jusqu'en 1930. Sa famille s'installe à Marseille, où il est élève de la première promotion du lycée Saint-Charles, qui est devenue indépendante du lycée Thiers en 1994. Ses parents déménagent à nouveau, et il entre en classe préparatoire littéraire au lycée du Parc à Lyon en 1936, où il a comme professeur de philosophie Jean Guiton avec lequel se noue une relation personnelle. Il est reçu en 1939 à l'école normale supérieure. Jeune, Althusser est un catholique fervent, politiquement à droite et même royaliste. La condamnation religieuse de l'Action française l'éloigne du mouvement de Maurras. Il perd la foi en 1943, comme il le déclarera à Yann Moulier-Boutagne. Il est mobilisé en septembre 1939 et fait prisonnier lors de la débâcle de 1940. Il passe le reste de la guerre en Allemagne, au Stalag de Schleswig, Stalag X, où il connaît ses premiers troubles psychiatriques. En 1945, il reprend ses études à l'ENS, il est reçu deuxième à l'agrégation de philosophie en 19485. Devenu marxiste, il adhère la même année au Parti communiste. Parcours professionnel et intellectuel. La même année, il devient agrégé préparateur à l'ENS, où il exerce une influence certaine sur nombre d'étudiants dont beaucoup embrasseront le courant maoïste à la suite de mai 68. Plusieurs d'entre eux sont en effet membres de l'Union des étudiants communistes, UEC, qui entre alors dans une crise débouchant sur la création, en 1966, de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, ou UJC, millilitres, maoïstes, dont Benny Lévy et Robert Linard, tous deux élèves de la rue d'Ulm et qui feront partie de l'UEC avant d'être les principaux fondateurs de l'UJC. Le rapport d'Althusser avec le Parti communiste français est en effet ambigu, bien qu'il en reste un membre sa vie durant, il se heurte souvent au comité central ainsi qu'aux philosophes et membres du bureau politique du parti, Roger Garaudy sixièmement. Dès le début des années 1960, il publie des articles hétérodoxes, d'abord dans La Pensée, puis dans La Nouvelle Critique sixièmement. En 1962, il est ainsi accusé par le sénateur et directeur de La Pensée Georges Cognot d'être pro-chinois sixièmement. Il se heurte aussi à des intellectuels comme Roland Leroy ou Lucien Sèvres, autres philosophes officiels, qui considèrent le structuralisme comme philosophie de la désespérance, R. Leroy, et prône un marxisme humaniste, qui fait l'objet des critiques de Michel Foucault et d'Althusser, notamment en raison de son caractère individualiste et subjectiviste, sixièmement. Althusser rend paradoxalement hommage à Henri Lefebvre dans son livre sur Lénine et critique aussi durement son parti, en 1978, dans Ce qui ne peut durer dans le Parti communiste français. Il critique aussi durement le stalinisme, à travers des interventions politiques et dans sa philosophie. Ainsi, il décrira en 1986 ce dernier comme la forme trouvée, non préméditée, par l'impérialisme en vue de l'exploitation des populations à l'intérieur du monde socialiste. Septièmement. À Normal Sup, il invite notamment le psychanalyste Jacques Lacan, et aussi des philosophes, comme Alexandre Médeuran, marxiste d'orientation différente de celle d'Althusser, spécialiste de Spinoza, et Gilles Deleuze, autre grand lecteur de Baruch Spinoza. Son activité est entrecoupée de séjours dans des cliniques psychiatriques. Le psychiatre et psychanalyste Gérard Pommier a fait une étude du cas Althusser qui y montre le tableau clinique de la dépression mélancolique. Huitièmement. En janvier 1962, il commence ainsi à travailler sur Machiavel, au milieu d'une grave dépression, qui s'achève par 3 mois d'hospitalisation. Neuvièmement.
Il devient en 1962 maître assistant et soutient une thèse sur travaux pour le doctorat d'État ès lettres le 28 juin 1975 à l'université d'Amiens 10 ans après avoir publié Lire le Capital, 1965, avec ses élèves Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macheret et Jacques Rancière, livre dans lequel il développe le concept de lecture symptomale afin d'expliquer la lecture marxienne d'Adam Smith, montrant que si Smith n'a pas vu certaines choses, ce n'est pas du fait d'un manque d'acuité, mais du fait du changement de problématique qu'il a induit, et qui l'a empêché de voir d'autres choses. La vue n'est plus alors le fait d'un sujet individuel, doté d'une faculté du voir qu'il exercerait soit dans l'attention, soit dans la distraction. La vue est le fait de ses conditions structurales. La vue est le rapport de réflexion immanent du champ de la problématique sur ses objets et ses problèmes. Introduction de Lire le Capital, cité par François Medeuran 9. La façade de l'ENS, au 45 rue d'Ulm. En 1967, il constitue un normal sup le groupe Spinoza, calqué, pseudonyme compris, sur le modèle des organisations plus ou moins clandestines assez nombreuses à l'époque, à Medeuran 9e. Alain Badiou, qui prendra part à la création de l'UCF, millilitres, participe à ce groupe 11. Comme d'autres philosophes français de gauche, il est espionné par la Confédération internationale de l'agriculture 12. Le meurtre d'Hélène Rittmann, 1980. Le 16 novembre 1980, après 30 ans d'une relation fusionnelle teintée de sadomasochisme 13 et alors que celle-ci a décidé de le quitter, Althusser étrangle son épouse, la sociologue Hélène Rittmann, ou les Gaussiens de son nom de résistante, dans leur appartement de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il l'annonce à Pierre Étienne, le médecin de l'ENS, qui contacte les autorités psychiatriques. Althusser est envoyé au centre hospitalier Sainte-Anne, puis à l'hôpital Vivcy à Soissy-sur-Seine, et désigne le philosophe Dominique Lecourt comme son représentant légal. Le 23 janvier 1981, le juge d'instruction clôt par une ordonnance de non-lieu l'information ouverte pour meurtre contre Louis Althusser du fait que les 3 experts psychiatres désignés par le juge avaient conclu que le meurtrier se trouvait en état de démence au moment des faits 14, et en vertu de l'article 64 du Code pénal, en vigueur à cette date, suivant lequel il n'y a ni crime ni délit lorsque l'accusé était en état de démence au moment des faits 15. Louis Althusser demeure interné à l'hôpital Sainte-Anne de Paris 15. Dans le journal Le Monde du 14 mars 1985, Althusser lit un article de Claude Sarraute au sujet du succès du livre du japonais Issei Sagawa, qui racontait comment il avait tué et mangé une jeune néerlandaise. Il avait effectué un bref séjour en hôpital psychiatrique en France, puis avait été renvoyé dans son pays en bénéficiant d'un non-lieu. Claude Sarraute écrit: Nous, dans les médias, dès qu'on voit un nom prestigieux mêlé à un procès juteux, Althusser, Thibaut d'Orléans, on en fait tout un plat. La victime. Elle ne mérite pas 3 lignes. La vedette, c'est le coupable. Des amis d'Althusser lui suggèrent de protester. Il décide donc d'entreprendre une autobiographie pour s'expliquer sur son geste. Ce sera L'avenir dure longtemps 16 qui lui permet d'expliquer son meurtre. Francis Dupuy-Derry montre que par cet ouvrage, il suggère que ce crime s'explique par des ressorts psychologiques et psychanalytiques 17, évacuant toute référence au contexte des violences conjugales en France. Pourtant, au-delà de la folie, comme de nombreux hommes coupables d'homicides conjugaux, il invoque son refus de voir Hélène Rittmann le quitter 18. Son neveu François Bodaert décide que ses ouvrages et l'ensemble de ses textes, manuscrits et livres qui étaient en sa possession à sa mort soient destinés aux lecteurs et chercheurs par la mise à disposition intégrale de ceux-ci auprès de l'IMEC. Une pièce de théâtre intitulée Le Caïman, 2006, met en scène le meurtre. Il en est aussi question dans l'essai de Philippe Laborie, Le patient absent de Jacques Lacan, L'innommable menace, 19. Une autographie du tragique 20, soit les manuscrits de l'effet et de l'avenir dure longtemps, ouvrage préfacé par Yann Moulier-Boutagne, propose une analyse des manuscrits de la double autobiographie du philosophe. En 2017, Angèle Bison, mis en scène par Michel Bernard, donne vie à une adaptation du texte L'avenir dure longtemps notamment au Festival of d'Avignon 20 et 1,22. Louis Althusser meurt en 1990 à l'hôpital psychiatrique de la MGN, Institut Marcel Rivière,
à la Verrière et est inhumé au cimetière de Viroflay. Philosophie. Karl Marx en 1875. Vue d'ensemble. L'œuvre d'Althusser est marquée par plusieurs périodes, qu'il est difficile de totaliser en un seul moment cohérent et unique. Neuvièmement. Célèbre pour avoir théorisé la coupure épistémologique et affirmé qu'il n'y a pas de sujet de l'histoire, l'histoire est un processus sans sujet, disait-il, rompant avec l'interprétation orthodoxe du marxisme qui faisait du prolétariat le sujet de l'histoire. Voir par exemple Georges Lukács. Il se fait connaître pour la publication de Lire le Capital en 1965, coécrit avec Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macheret et Jacques Rancière. Outre le texte célèbre, Idéologie et appareil idéologique d'État, Archives 9, il théorise à la fin de son œuvre un matérialisme aléatoire, qui critique notamment le caractère téléologique du marxisme orthodoxe. Selon Perry Anderson, Althusser et ses élèves ont marqué le marxisme en y introduisant le spinozisme. L'induction systématique de Spinoza dans le matérialisme historique par Althusser et ses élèves a été intellectuellement la tentative la plus ambitieuse de construire une lignée philosophique antérieure à Marx et de développer abruptement des nouvelles directions théoriques pour le marxisme contemporain à partir de l'A23. Althusser lui-même avait d'ailleurs clairement reconnu sa dette à l'égard de Spinoza dans le chapitre sur Spinoza de ses éléments d'autocritique. Nous avons été coupables d'une passion autrement forte et compromettante. 24. Nous avons été spinozistes. Nous avons fait le détour par Spinoza pour voir un peu plus clair dans la philosophie de Marx. De même, Althusser s'intéresse à Machiavel après avoir entamé la critique de ce qu'il appelle sa déviation théoriciste, qui l'a conduit à oublier la politique dans la définition et le développement même de la philosophie. 25. La réparation de cet oubli passe par une confrontation avec l'œuvre de Machiavel, qui le conduit certes à en donner une interprétation marxiste, mais aussi à discuter les présupposés de la théorie marxiste et de la philosophie politique classique. Pour Althusser, Machiavel est un praticien de la politique, dont le génie a consisté précisément à ne pas escamoter la réalité politique au profit de la théorie. Il en résulte ce qu'on pourrait appeler un étrange vacillement dans le statut, philosophiquement traditionnel, de ces propositions théoriques, comme si elles étaient minées par une autre instance que celle qui les produit, par l'instance de la pratique politique. 26. Le travail sur Machiavel a commencé en janvier 1962, au milieu d'une dépression qui s'achève par 3 mois d'hospitalisation. Neuvièmement. Le développement de la théorie est alors rapproché du délire. J'avais le sentiment hallucinatoire, d'une force irrésistible, de ne rien développer d'autre que mon propre délire. 27. Dans son texte autobiographique L'avenir dure longtemps. 28, il précise. Je voudrais dire seulement ici que ce que j'ai appris de plus précieux de Spinoza, c'est la nature de la connaissance du troisième genre, celle à la fois singulier et universelle, dont Spinoza nous offre un exemple éclatant et, souvent méconnu dans l'histoire singulière d'un peuple singulier, le peuple juif, dans le Tractatus Theologico-Politicus. Que mon cas ait été un cas de cet ordre, comme tout cas médical, historique ou analytique, impose de le reconnaître et de le traiter dans sa singularité, mais que ce cas singulier soit universel, cela ressort des constantes répétées, et non des lois vérifiables falsifiables à la popée, qui affleurent dans chaque cas et permettent d'en induire le traitement théorique et pratique d'autres cas singuliers. Machiavel et Marx ne procèdent pas autrement, dans une logique qui est passée presque inaperçue et qu'il faudrait développer. Ce que je dois aussi directement et personnellement à Spinoza, c'est sa stupéfiante conception du corps, qui possède des puissances inconnues de nous, et de l'amant, l'esprit, qui est d'autant plus libre que le corps développe plus les mouvements de son conatus, Savirtus 29 ou Fortitudo 30. Spinoza m'offrait ainsi une idée de la pensée du corps, mieux, penser avec le corps, mieux, penser du corps même. Cette intuition rejoignait mon expérience d'approximation et de recomposition de mon corps en liaison directe avec le développement de ma pensée et de mes intérêts intellectuels. La coupure épistémologique. Selon lui, il faut revenir à un aspect scientifique et déterministe de la théorie marxiste, contre les interprétations et utilisations humanistes et idéologiques, soutenues par exemple par Lucien Sèvres ou John Lewis, en
Il affirme qu'il existe une coupure épistémologique qu'il situe entre le jeune Marx des manuscrits de 1844 procédant à un matérialisme historique et le Marx qui a établi la conception de matérialisme dialectique de l'idéologie allemande, le Capital. Il rejoint la thèse de Marx selon laquelle toute philosophie méconnaît la réalité pratique à laquelle elle correspond, particulièrement pour son versant idéaliste. Pour lui, les formations sociales constituent de plus des invariants structuraux qui surdéterminent les formations sociales 31 incompréhensibles. Il entreprend une relecture systématique et minutieuse de Marx, pour en dégager le fond scientifique, contre les interprétations idéologiques des partis politiques et l'écrasement sous l'idéologie d'État du stalinisme triomphant. Il s'agit de défaire l'idéologisation de Marx par le stalinisme, mais également une relecture contre les interprétations humanistes et économistes, qui vont de pair, qui édulcorent le sens, la force d'invention, la puissance analytique et le caractère original, subversif et novateur sur un mode sui generis. Dans son premier recueil, pour Marx, il déclare entreprendre de relire Marx pour le dégager des scories déposées par l'histoire, soit, sur le versant de l'histoire politique, le stalinisme, et sur le versant de l'histoire des idées, l'évolutionnisme linéaire, ou historicisme. Althusser va réaliser une relecture de Marx en le dégageant des sédiments qui le recouvrent. Il s'agit du projet de découvrir sa philosophie à l'œuvre dans son maître ouvrage Le Capital. Également Marx en tant que théoricien de l'histoire, et c'est la découverte, inaugurée par Marx, du continent histoire, comme Freud aurait découvert le continent de l'inconscient, comme pratique nouvelle d'une histoire qui accède à la dimension de science. Et Marx en tant qu'initiateur d'une théorie du capital et de la critique de l'économie politique, cette dernière qualifiée par Marx de sublimation des intérêts de la bourgeoisie érigée en discipline aux prétentions savantes. Cette nouvelle lisibilité initiant un intérêt inédit pour Marx théoricien majeur, par-delà l'utilisation politique, sera le fait d'une injection de création dans les domaines de l'épistémologie, de la linguistique et de la psychanalyse, dont il importe certains concepts en leur donnant un nouveau sens et une nouvelle fonction. Du côté de la tradition, ce seront essentiellement Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, Nicolas Machiavel et toute la philosophie politique relue et combinée, pour ne pas dire insérée au cœur des analyses de Marx. Ce sera le courant dit structuraliste, anti-humaniste et critique de l'historicisme, sous l'effet des lectures de Martin Heidegger, références nécessaires, qui, de manière concomitante avec Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan et bientôt Michel Foucault, feront apparaître, dans leurs champs respectifs d'investigation, la réalité comme effet de structure. La vision d'Althusser a été critiquée par de nombreux marxologues, mais aussi beaucoup plus largement, l'accusation de déformation de la pensée de Marx est même présente dans un film de Jean-Luc Godard, Le Vendée, où la préface d'Althusser au Capital est raillée. La leçon d'Althusser, écrit par Jacques Rancière en 1974, édition Gallimard, constitue probablement l'une des critiques les plus radicales des thèses et des pratiques d'Althusser, aux côtés de Misère de la théorie, écrit par E. P. Thompson en 1978. Plus récemment, Lucien Sèvres a fait une sévère critique de l'interprétation althussérienne de Marx, lui reprochant notamment de n'avoir pas lu ses textes et d'avoir élaboré une contrefaçon de luxe dont les multiples effets pervers sont devenus difficilement rattrapables. 32. L'historien Tony Judt a critiqué les élucubrations d'Althusser, qu'il jugeait contraires aux idées réelles de Marx. 33. Postérité intellectuelle. Dans les années 1960 et 1970, Louis Althusser a influencé les travaux d'un certain nombre d'anthropologues d'orientation marxiste, notamment Pierre-Philippe Rey, né vers 1940, en France et ailleurs, par exemple en Italie Giulio Angioni. La théorie des modes de production articulés en instances plus ou moins autonomes permet, le cas échéant, une analyse des sociétés traditionnelles en termes d'exploitation, sans pour autant que l'économie occupe dans ces sociétés la place qu'elle a dans une société dominée par le mode de production capitaliste. Ces anthropologues marxistes s'opposent à diverses théories, notamment à celle de Claude Lévi-Strauss. Dans le domaine des études politiques, un des disciples de Louis Althusser a été Nico Poulantzas, de 1936 à 1979. D'une façon générale,
La postérité de l'althussérisme a été limitée par le déclin politique du marxisme à partir des années 1970 et par l'importance prise dans la pensée sociale par Michel Foucault et par Pierre Bourdieu, dont les thèses, quoique très critiques, n'étaient pas fondées sur le marxisme référence nécessaire. Peter Schoettler considère que si Althusser s'enferma trop souvent dans des questions qui n'avaient plus d'enjeu qu'à l'intérieur du Parti communiste, les instruments de réflexion qu'il a forgés méritent d'être réappréciés. 34. Uvre. Montesquieu, La politique et l'histoire, PUF, 1959, réédition en collection. Quadrige. Pour Marx, Maspero, collection. Théorie, 1965, réédition augmentée, avant-propos d'Étienne Balibar, postface de Louis Althusser. Ouvrage souvent réédité. La découverte, collection. La découverte / poche, 2005. Lire le Capital, en collaboration avec Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macheret et Jacques Rancière, Maspero, collection. Théorie, 2 volumes, 1965, réédition collection. PCM, 4 volumes, 1968 et 1973, puis PUF, collection. Quadrige, 1 volume, 1996. Lénine et la philosophie, Maspero, collection. Théorie 1969, réédition augmentée sous le titre Lénine et la philosophie, suivi de Marx et Lénine devant Hegel, collection. PCM, 1972b. Réponse à John Lewis, Maspero, collection. Théorie, 1973. Philosophie et philosophie spontanée des savants, 1967, Maspero, collection. Théorie, 1974. Éléments d'autocritique, Hachette, collection. Analyse, 1974. Position, édition sociale, 1976, réédition collection. Essentiel, 1982. 22e congrès, Maspero, collection. Théorie, 1977. Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, Maspero, collection. Théorie, 1978. L'avenir dure longtemps, suivi de l'effet, Stock/Imec, 1992, réédition augmentée et présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier-Boutagne, le livre de poche No 9785, 1994, édition augmentée, Flammarion, collection. Champ-Essai, 2013. Journal de captivité, Stalag numéro 4194 0 à 1945, Stock/Imec, 1992. Écrit sur la psychanalyse. Freud et Lacan, Stock/Imec, 1993, réédition Le livre de poche, collection. Biblio-essai, 1996. Sur la philosophie, Gallimard, collection. L'infini, 1994. Philosophie et marxisme, entretien avec Fernanda Navarro, de 1984 à 1987. La transformation de la philosophie, conférence de Grenade, 1976. Écrit philosophique et politique 1, texte réuni par François Medeuran, Stock/Imec, 1994, 588 pages. Sur la reproduction, PUF, collection. Actuel Marx Confrontation, 1995. Écrit philosophique et politique 2, texte réuni par François Medeuran, Stock/Imec, 1995, 606 pages. Machiavel et nous, de 1962 à 1986, Stock/Imec, 1994, Talandier, 2009. Solitude de Machiavel, présentation par Yves Saint-Omer, PUF, collection. Actuel Marx Confrontation, 1998. Lettre à Franca, de 1961 à 1973, Stock/Imec, 1998. Politique et histoire de Machiavel à Marx, cours à l'École normale supérieure de 1955 à 1972, Seuil, collection. Trace écrite,
2006. Lettre à Hélène, préface de Bernard-Henri Lévy, Grasset/Imec, 2011. Repères biographiques, avertissement au lecteur du livre 1 du Capital et rudiments de bibliographie critique, préface à Karl Marx, Le Capital, livre 1, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, page 5 à 30. Cours sur Rousseau, 1972, préface d'Yves Varga, Le temps des cerises, 2012. Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, PUF, collection Perspectives critiques, 2014. Être marxiste en philosophie, PUF, collection Perspectives critiques, 2015. Des rêves d'angoisse sans fin, récits de rêves, de 1941 à 1967, suivi de Un meurtre à deux, 1985, Grasset/Imec, 2015. Écrit sur l'histoire, de 1963 à 1986, PUF, collection Perspectives critiques, 2018. Que faire, PUF, collection Perspectives critiques, 2018. Article. Un texte inédit de Louis Althusser, conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone, archives, revue Période.